Donc là, en fait, vous avez fait ce qu'on appelle un design. Et quelque chose qu'on voudrait vous dire, c'est qu'en fait, des designs, on en fait tous. On en fait tout le temps. Dès qu'on décide de placer une chose à un endroit ou à un autre, on fait un design. Pour ça, il faut sortir de l'idée que le design, c'est un truc hyper compliqué, qui est fait dans un cabinet par des consultants super bien formés. Au final, on en fait toujours. C'est quelque chose de naturel. C'est intrinsèque à la vie, en fait. C'est impossible d'être vivant et pas faire ça. C'est un aménagement de ton entourage proche. Tu décides tout le temps, vous avez fait plusieurs déménagements. Les déménagements, c'est un peu comme la catharsis de ça. On est obligé à faire ça à fond. Et comme là, vous avez déjà donné pas mal de raisons. En fait, lorsqu'on fait un design, on obéit à des principes. Et ces principes... Il y a des critères, il y a des valeurs. Il y a des critères, il y a des valeurs. Voilà. Quand vous décidez où vous allez mettre la poubelle dans votre cuisine, vous faites un design. Vous réfléchissez. Donc vous vous dites, ou bien je vais la mettre dehors sur l'arrière-cuisine pour pas qu'il y ait d'odeur, ou je vais la mettre juste sous le plan de travail, comme ça je peux... Vous avez des critères, vous appliquez ces critères et vous décidez où vous mettez votre poubelle. Là, on a fait la même chose. Là, vous l'avez fait de façon plus ou moins spontanée. Après, il y a pas mal de vous qui ont des notions en permaculture et qui ont déjà appliqué des principes. Par exemple, je mets les herbes aromatiques à côté de la maison parce que c'est près de la cuisine, je vais souvent en prendre. Ça correspond à un des principes de la permaculture. Mais en fait, ça correspond aussi tout simplement à du bon sens. La permaculture, c'est beaucoup de bon sens. Et le bon sens, on en a tous, plus ou moins. Mais on oublie toujours des trucs. Donc voilà, là, vous avez fait un design spontané, comme ça. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on va voir vraiment la méthode pas à pas de la permaculture et on reviendra régulièrement sur ce design pour voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier ou si on n'avait pas sauté telle ou telle étape, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Et... Ouais. Surtout, c'est poser les bonnes questions dans le bon ordre. La permaculture, c'est un outil, cette méthode, c'est un outil pour la prise de décision. Et chacune de ces choses, c'est une prise de décision. C'est ça les trucs que vous devez comprendre. C'est les cheminements qui nous amènent à finalement décider A et pas B. D'accord? Parce que des critères, il y a tous, vous avez placé en base à des critères. Mais il y a certains de ces critères qui sont en base à des valeurs ou des principes qui manquent d'informations et qui peut être une source d'échec ou de regretter si j'aurais su. Donc la permaculture, en fait, c'est toutes les questions que j'aurais me poser pour minimiser ça. Ouais. Et en plus, là j'ai dit en fait des designs, on en fait tout le temps. Bon, on en fait tout le temps, mais le problème qu'on a souvent, c'est qu'au lieu de prendre le temps comme ça d'imaginer, de faire un dessin et de se dire où je vais mettre les choses, on a tendance à faire les choses. Je ne sais pas si vous verrez refléter, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent là, et puis, puis ils installent ça. Et puis après, ils se disent, puis il y a ces machins-là, je vais le mettre là. Et puis celui-là, je vais le mettre là. Alors en fait, ça aurait été vachement mieux que le premier truc, je le mette plutôt là. Parce que, je sais pas, voilà, j'ai mis la cuve de récup depuis là, mais en fait, j'ai vu que la serre, elle était plutôt par là. En fait, si je l'avais mis là, ça serait beaucoup plus pratique. Mais bon, je l'ai déjà mise en place, ça a coûté cher, surtout si c'est un truc enterré ou j'en sais rien. Du coup, je vais pas le refaire. Et donc voilà, en permaculture, on essaye d'éviter ça. Surtout ça, de se lancer tout de suite à mettre des trucs, à les construire, et après coup, on réfléchit. Et on se dit, en fait, c'était pas top. On va faire une petite pause et après la pause, on va commencer à voir le REDIM, donc la méthode. Une des méthodes. Une des méthodes de design et de planification en permaculture. Rappelez-vous, ce matin, quand on voyait la définition de permaculture, on disait, on fait la permaculture toujours s'il y a des gens. On fait un projet, on fait un aménagement de lieu pour combler des besoins des hommes. C'est une méthode de conception des structures humaines soutenables. Vous vous rappelez la définition? Donc quand vous faites un aménagement d'une structure humaine, comme peut être cette petite jeu qu'on a fait ici, donc la première question à se poser, et que c'est une question qui est venue à mesure qu'on a avancé dans cette dynamique, que l'a mis Raphaël,
très superficiellement, personne n'a continué à creuser les sujets, mais au moins a sorti des bon. C'est qui? Au moins, c'est savoir déjà combien sont. Vous aurez pu creuser à fond cette question. Dès l'âge, est-ce qu'ils ont des enfants de quel âge, métier, disponibilité temporelle, professionnel à côté, des épargnes, tout. Vous aurez pu creuser. Et vous aurez dû. Il n'y avait que des questions et on ne plaçait plus d'images. Ah, mais c'est pas grave ça. Il n'y avait aucun truc à placer nécessairement dans cet état. On aurait pu passer des heures. Ça n'a jamais nous arrivé. Hein. Ce n'est pas vous, un groupe que vous êtes spécialement nul pour ça. C'est simplement qu'on voit que ce n'est pas la tendance naturelle qu'on a. On a tendance à créer rapidement, un peu comme qui joue au Monopoly. Tu vois. On place des petites pièces là, c'est des trucs les plus rigolos. Quand le plus important en fait pour vraiment qu'un projet arrive à quelque chose et que ce ne soit pas seulement comme un coup de flamme qui monte un jour et s'éteigne tout de suite, c'est travailler beaucoup sur ça. Donc on va vous présenter, on a parlé ce matin, les REDIM. Les REDIM c'est un des acronymes, il y a plein. Surtout si vous avez la chance de lire en anglais. Rappelez-vous, la plupart des matos en permaculture a été créé dans les mots anglophones. Donc, du coup, il y a plein de méthodes, des acronymes différents pour définir des étapes dans un design. Nous, on travaille avec les REDIM par habitude, parce que c'est la méthode, c'est la pratique qu'on a mis en place en Espagne pendant des années. Ici, en France, vous verrez dans beaucoup de bibliographies, on en parle d'OBREDIM. Je ne sais pas si vous avez lu déjà. Il rajoute observation et bordure avant. Mais bon. Voilà. Mais c'est intégré en fait, c'est la même chose. Les étapes d'habitude ne varient pas énormément. REDIM, pourquoi? Petite mnémotechnique. Parce qu'en permaculture, les choses qu'on essaye, c'est de donner une nouvelle dimension aux espaces de vie. Une nouvelle dimension à notre vie en général, si vous voulez vous mettre très philosophique. Donc, on redimensionne les espaces. Donc, vous prenez les premiers mots, la première partie de redimensionner, que ça se dit en français, non? Redim, et vous avez toutes les étapes. Ressources, évaluation, design, installation, maintenance. Et comme ça de suite, et ça s'est mis en une spirale, pas pour rien, on vous expliquera pourquoi. D'accord? Vu ce truc de pourquoi Redim et tout ça? Okay. On peut déjà l'expliquer. Dans le sens où juste, il ne faut pas croire que ce sont des étapes chronologiques et qu'on fait ça, puis ça, puis ça. Voilà. Là, on va vous l'expliquer de cette manière-là, mais après, dans la vraie vie, on n'a jamais terminé. En fait, on revient, là, le centre, il change, les ressources, elles évoluent, notre évaluation aussi. Donc, du coup, il y a une étape de réévaluation, voilà, en permanence. Mais surtout parce que ça évolue. Vous vous souvenez de ce truc qu'on parlait ce matin dans les écosystèmes, d'équilibre dynamique? Donc ça, c'est pareil, doit être pareil, parce qu'on travaille avec la nature. Et la nature humaine, c'est comme ça. On n'est pas des êtres statiques. C'est très triste, vraiment. Donc, voilà. On va se centrer à ça. Marguerite disait tout à l'heure, dans la vraie vie, ce n'est pas complètement étape par étape. Moi, j'aimerais dire qu'au moins, cette étape, je la différencierai de les restes. Au moins qu'il faut commencer par ça. Voilà, au moins, il faut... Fini, mais oui. Mais il y a, voilà, ce travail-là que c'est important. Dans la zone 0,0, est-ce que tout le monde sait que c'est l'outil de zonage en permaculture? Vous avez entendu parler? Il y a quelqu'un qui dit oui avec la tête, tu peux l'expliquer? Chaque zone correspond à... Enfin, plus c'est proche de la maison, ouais. Plus tu vas avoir besoin d'y aller, en fait, plus ça va être proche de la maison. Donc tu vas éloigner les zones de culture, par exemple, comme les herbes aromatiques tout à l'heure qui étaient proches de la maison. Voilà, vous l'avez illustré plusieurs fois tout à l'heure. Je pense que c'est un principe, il y a déjà pas mal de gens parmi vous qui... En fait, grosso modo, là, vous voyez qu'il y a comme une sorte de circonférence autour de l'espace central de vie, que c'est à la zone, normalement on l'a défini comme la zone 0, la maison. Et à partir de là, simplement, on place les éléments en fonction de l'intensité d'usage, de la quantité d'énergie qu'ils vont nous demander pour l'entretien. Donc voilà,
cet outil de zonage a défini en permaculture, on a standardisé 5 zones. Et à mesure que le concept de permaculture a évolué, on a vu qu'il y avait besoin vraiment de créer une 6e zone qui était en fait l'aménagement intérieur de la personne qui va vivre et qui va créer cet espace de vie. Et on l'a défini comme ça, la zone 00. Donc la zone 00, c'est nous. C'est la conception du concepteur. Et c'est le premier espace que vraiment on doit commencer à appliquer cette logique des méthodes, cette logique des principes qu'on est en train de voir. Jamais vous arriverez à faire une bonne conception en permaculture si vous ne la vivez pas dans la façon dont vous gérez votre vie, dans toutes les sphères. Vous serez une bonne technique en permaculture, si vous voulez. Technicien, vous maîtriserez les techniques, vous pouvez avoir un tas de connaissances dans des aspects qui touchent la permaculture, comme l'architecture, la bioclimatique, l'agronomie, etc. Mais vous serez, entre guillemets, quelqu'un qui boite, qui montre aux autres à courir. Non, voilà, c'est pas si ça se dit en français. En espagnol, ça se dit. Traduction littérale. Traduction littérale. Un boiteux qui enseigne à courir. Ça ne veut pas dire qu'on doit trouver le nirvana avant de pouvoir commencer à faire la permaculture, hein, pas du tout. C'est simplement que vraiment se questionner et essayer de travailler dans ces lignes, dans tous les aspects de la vie. C'est aussi pour ça que, comme ça c'est une partie qui est vraiment personnelle, voilà, on parle d'auto-analyse, et comme chacun est différent, c'est aussi pour ça qu'on pense que personne peut faire un design pour quelqu'un d'autre. Donc même si c'est quelqu'un de très calé et qui a plein de diplômes en permaculture, qui a fait tous les cours et tout ça, il ne va pas pouvoir faire votre design à votre place. On peut vous accompagner, on peut vous guider, on peut vous aider à vous poser les bonnes questions, mais la réponse va venir de vous. Je pense, Joanne, il est allé voir l'autre jour avec Eric, le site qu'Eric a acheté. Et Eric il me disait, ouais, je crois que Joanne, ça lui a fait peur l'endroit. Et je disais, oui, peut-être que Joanne, ça lui a fait peur parce qu'avec ce que lui, il est, avec ses caractéristiques, avec ses compétences, ses connaissances, ses limites, sa sensibilité, son caractère, etc., peut-être que lui, il y a des choses, entre guillemets, qui ne lui plaisent pas ou qui lui font peur ou je sais pas quoi. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça ne soit pas un bon endroit pour toi. Parce que toi, tu es quelqu'un de différent, avec des compétences différentes, avec une sensibilité différente. Et peut-être la perception a été aussi comme ça parce que j'ai bombardé à questions. J'ai posé plein de questions. Donc voilà, c'est pas seulement aller au lieu et super chouette, là on pourra faire plein de trucs. La potentialité, voir les potentialités du lieu, c'est important. Mais un lieu n'a pas de potentialité en abstrait. Cette potentialité vient en fonction de qui va être derrière le lieu. Et de quels sont ses rêves et quels sont les besoins qu'il veut couvrir sur ce lieu ou par ce projet. Donc ça, en fait, c'est toute cette partie-là, on va y consacrer toute la matinée de demain. Parce que c'est vraiment une étape primordiale avant toute autre chose. Avant d'analyser les ressources, le terrain, de faire le plan de base du site, etc. Et surtout avant de définir ce qu'on va faire. Et là, on va vraiment insister demain, quand vous commencerez à faire votre travail en petits groupes, on va vous dire, n'allez pas trop vite. Parce que vous verrez la tendance spontanée dans tous les petits groupes, ça va être « Ouais, mais moi, en fait, j'aurais envie de faire ça. Ah ouais, mais en fait, tu pourrais faire ça. » Et en fait, comme là, tout de suite, on place nos petits cartons, alors qu'on n'a pas pris le temps de se demander, au final, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pas seulement qu'on n'y pense pas, c'est que vraiment, on n'a pas été éduqué pour ça. On n'a pas du tout été amené à nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, c'est super facile dans une population de gens qui jamais sont demandés qu'est-ce qu'ils vont faire, de pouvoir vendre des recettes données. Et vendre des recettes données, c'est super pratique. Parce que vraiment, les gens vont te les acheter. Tous les gens que vous êtes en parcours d'installation et tout ça, plus ou moins, plus tard ou plus tôt, vous avez passé pour une chambre d'agriculture. Vous avez eu en face un conseiller agricole. Si vous ne savez pas quel est votre rêve, vous n'en faites pas, la chambre d'agriculture le sait pour vous. Va vous vendre une. Vous ne faites pas du tout. Va vous vendre une avec tout un paquet derrière. Et vous serez une ouvrière agricole dans un pays... Un exploitant agricole. Un exploitant agricole.
dans votre même exploitation, que vous avez le droit de vous exploiter à vous-même. Donc, vraiment réfléchissez, les gens que vous n'êtes pas encore installés, de bien définir ça, parce que si vous n'êtes pas très clair avec vous-même, vous n'hésitez pas, quelqu'un vous vendra un rêve à votre place. Et quelque chose aussi dont on reparlera demain, à cette étape-là, c'est vraiment l'étape où on va essayer de se centrer sur les besoins. Ouais. On va se centrer sur les besoins et surtout différencier les besoins des éléments ou des stratégies qui vont viser à couvrir, à combler ces besoins. Et se dire, voilà, vraiment, ce qui est vraiment élément, la stratégie concrète, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais le faire. Là, pour le moment, hop, je le mets de côté et j'y reviendrai plus tard. Parce que ça, en fait, ça sera le fruit de la réflexion entre mes besoins et toute l'observation et l'analyse des ressources disponibles et aussi en fonction, au final, des ressources personnelles, de ce que j'ai moi. Mais voilà, il faut essayer de lutter contre la tendance qu'on a tous à vouloir déjà tout de suite passer aux éléments, aux stratégies, aux choses concrètes. Quelqu'un qui me dit mon rêve c'est de m'installer en maraîchage bio et poule pondeuse, c'est quoi en fait? Il faut gratter, c'est quoi les besoins qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est un besoin d'être à son compte, de ne plus devoir dépendre d'un patron? Est-ce que c'est un besoin d'être en contact avec la nature? Est-ce que c'est un besoin d'être plus maître de son temps? Vraiment analyser tout ça. Et peut-être qu'après, en analysant tout ça et en se posant plein de questions, on va voir qu'au final, c'est pas du maraîchage bio qu'il faut faire. J'en sais rien. Mais voilà, il ne faut pas rester accroché sur une étiquette ou sur une stratégie. À cette étape-là, on essaye vraiment de gratter et de voir toujours ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a un peu plus profond, quoi. Et ça, c'est super dur. Parce que tous, on a des pressions incroyables. Parce que tout le monde va te demander, tu veux faire quoi? C'est quoi ton projet? Tu veux faire quoi? Les gens ne te demandent pas, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ton rêve? Bon, si vous avez des amis hippies peut-être, mais sinon, normalement, ce n'est pas des jargons, ce n'est pas des trucs, ce n'est pas sérieux parler de ça. Non, un projet. Tu vas travailler en fait quoi? Tu vas gagner ta vie comment? Sur quelle surface? Sur quelle surface? Budget provisionnel. Bon. Donc voilà, vraiment rester très attentif à ça. Parce que voilà, c'est super facile. Et aussi, on peut parler déjà de notre expérience personnelle. Nous on était dans quelques années en arrière, on était là, dans la phase de ficeler le projet. Comme stratégie de défense en face de toutes ces pressions sociales, on savait créer un mensonge. Un mensonge qu'on disait à tous les estimants sociaux des chambres d'agriculture, famille et compagnie, mais que jamais on l'a cru. Du coup, ça peut vous soulager, tout le monde se soulage dans cette histoire, hein. Vous vous disiez qu'est-ce qu'il veut entendre, mais faites pas comme il y a une histoire en espagnol, je ne sais pas si il y a, de vous croire votre même mensonge. Ouais. Que ça a été une erreur qu'on a vu que pas mal de gens ont tombé. Ouais. À force de répéter ça, les gens s'identifient avec ça. Je suis en reconversion professionnelle. Je vais créer une activité de blablabla. Ça, c'est effectivement ce que votre conseiller Pôle emploi veut entendre. Mais est-ce que c'est vraiment votre rêve et votre besoin? Voilà, il faut se poser la question. Bon, on avance. De toute façon, on reviendra demain matin. Et on passe à la première étape, ressources. Donc là, c'est l'étape, en fait, l'étape d'observation. Et c'est la fameuse étape, c'est la seule étape en fait de tout le processus qui est relativement objective. C'est-à-dire que n'importe qui connaît en permaculture, on devrait être d'accord. Même si c'est quelqu'un du Japon, des États-Unis, en français, tous les gens formés en permaculture vont aller chercher toute une série d'informations et devraient les trouver la même parce que ce sont des observations qui sont objectives. Donc c'est toute l'analyse du terrain. Donc là, il y a différents outils, il y a toute l'idée de plan de base du site. C'est ce que vous ferez cet après-midi. Vraiment essayer de répertorier sur un site tout ce qu'il y a de disponible au niveau de structure, etc. Et aussi toutes les énergies qui sont présentes sur ce lieu, l'eau, la terre, tout ça c'est l'analyse de secteur qu'on verra demain. Donc toute l'analyse du lieu, c'est aussi l'analyse du contexte socio-économique. Voilà, avoir répertorié le max d'informations disponibles.
Et surtout, en fait, à cette étape-là, on n'est pas encore dans l'évaluation. On n'est pas encore en train de se dire ça sera utile et ça le sera pas. Parce que le problème, souvent, en fait, c'est que notre observation, elle est très focalisée. Comme en fait, on sait déjà ce qu'on veut depuis le début, on en est bloqué sur quelques éléments, bah, notre observation elle va être aussi très biaisée. Parce que ça c'est pas intéressant. Ça sert à rien. Ça, c'est une cochonnerie. Autant l'amener direct à la déchetterie. Alors que là, non. Potentiellement, tout est utile. On répertorie tout ce qu'on a. Bon, on entrera en détail dans cet outil, que c'est très connu, qui nous permet d'évaluer les énergies présentes déjà sur place. Dans cet schéma, par exemple, quelles énergies vous pensez qu'on a sorties déjà? Ouais, enfin, énergie, oui, peut-être. Des questions que vous avez pas posées, par exemple. Vous avez dit, le potager, on le met là, parce que comme ça c'est prêt. Hop, grosso modo, zonage, pas loin de la maison. Personne m'a demandé comment était la terre par ici. Personne n'a demandé la nature du sol. Quel voilà. était l'historique Si de la ça se parcelle trouve, ici, c'est que des gravats, c'est absolument dégueulasse et c'est pas le meilleur endroit. Ou si, peut-être que, du coup, ce que vous allez faire, c'est ramener de la terre d'ailleurs, mettre du compost ou faire des trucs surélevés. Mais en tout cas, avant de prendre la décision d'où mettre le potager, ça serait quand même pas mal de savoir où est la terre. Après, il y a, dans cet exercice, logiquement, il y a de l'artificialité de que jamais on fait un exercice de design sans être sur place. Mais bon, même comme ça, il y a beaucoup d'informations, quand, même en étant sur place, vous n'avez pas pensé à poser la question. Et il y a des choses qui ne sont pas faciles à voir. L'historique d'une parcelle, quand tu arrives sur une friche agricole depuis 2 ans, si tu ne demandes pas, si tu ne vas pas chercher un peu, tu ne vas pas le trouver. Donc voilà. Mais c'est important de savoir l'historique. Les antécédents sur le terrain, je ne sais pas, si ça se trouve, avant, dans cette grange, ils faisaient de l'élevage de porcs en intensif, et tout le lisier, il était déversé par là, et on a un niveau de nitrate hallucinant. En fait, là, surtout, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il faut se poser plein de questions, parce que tout est multifactoriel. Pour pouvoir répondre à une question comme où on met le potager, on devrait avoir plein d'informations. On devrait avoir plus d'informations sur l'eau. Vous avez dit super cuve de récup de pluie. Vous ne m'avez pas demandé non plus quelle est la pluviométrie dans cette zone-là. Quelle capacité à la cuve? Est-ce que la cuve est surlevée? Non, c'est pas plein d'infos, plein de questions autour de ce facteur de l'eau. La rivière, personne n'a demandé est-ce qu'il y a de l'eau toute l'année? Est-ce que ça sèche en été? Il y a quelqu'un qui a évoqué à un moment est-ce que ça déborde? Effectivement, avant de mettre le camping ou voilà, avoir un maximum d'informations. Et après, on peut croiser toutes ces informations-là. Une fois que j'ai des informations sur la terre, sur les disponibilités en l'eau, etc., sur les interactions avec les autres éléments, ça vous l'avez dit, par exemple l'interaction avec le point de vente qui est lui-même en interaction avec le parking, avec les accès. Oups. Il faut avoir toutes ces infos-là pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Ça, c'est l'évaluation. Quoi? On est descendu dans l'évaluation. Ouais. C'était là. Effectivement, c'est ça. Là, on arrive à l'évaluation. Une fois qu'on a toutes ces infos-là et qu'on sait quels sont nos besoins, il y a rêve et réalité qui se croisent. Parce que vous pouvez arriver en lieu, Molisson disait, on peut se positionner de deux façons. Quand on va chercher un terrain, on arrive en terrain. C'est moi je veux faire ça et j'applique ça sur le terrain. Ou je vais avec une ouverture et dis bon, ce terrain peut m'offrir quoi? Parce que peut-être je venais avec l'idée de faire un poulet viande, mais tous les contextes, l'analyse du contexte socio-économique, tous les contextes de lieu, tous les contextes d'autres choses, en fait, va pas dans la ligne de ces projets. Et il y a des gens qui restent collés à ces projets. Mais attends, peut-être là, ça pourrait... C'est pas bien pour ça, mais il y a plein d'autres options qui seront géniales. Ce terrain, c'est prêt. Du coup, tu ne vas pas lutter contre la nature du terrain tout le temps. D'accord? On a parlé à plus en détail ici, particulièrement sur la ferme, comment ça passait cette réflexion. Parce que comme vous avez vu, j'imagine, et que vous commencez à percevoir, on l'a dit pendant les repas, on n'est pas du tout dans des terres pour faire des légumes. Mais il y avait toute une série de choses dans les contextes socio-économiques qui nous entouraient, qui a été une option. Du coup, ça a ouvert. Donc, voilà, donc dans cette phase d'évaluation, un des outils super importants,
c'est les choses qu'on appelle l'audit économique. C'est quoi un audit économique dans la vie normale? Un audit, tu vas démarcher, je sais pas, tu fais un papier avec des questions que tu fais tourner dans des boîtes aux lettres ou dans des écoles et savoir ce qu'ils répondent les gens, non? Tu recreuses les infos. Un audit, oui, c'est une façon de reconstruire les infos. Ouais, une enquête. Quoi. Ouais. Mais là, ça serait plutôt personnel. C'est un audit que tu fais toi-même pour toi de ta propre économie. Okay. Et pourquoi? Donc parce que les choses qu'on veut faire, comment dire ça? En fait, c'est un peu mettre en relation nos besoins au niveau économique avec les possibilités, les opportunités réelles de chaque activité sur un lieu donné. C'est un moment où on joue un peu avec les chiffres pour voir voilà, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable. Donc pas juste analyser les choses au niveau technique, mais aussi voilà, en termes de viabilité économique. Pour ça, il faut savoir, on en revient à la fameuse question qu'on parlait ce matin, la permaculture, est-ce qu'on peut en vivre? De quoi on a besoin pour vivre? Ça veut dire quoi en vivre? De quel niveau de revenu on a besoin? Ça veut quoi dégager un salaire qui est correct? Est-ce que c'est le SMIC qui doit mesurer tout et faire la ligne des coupes? Est-ce que je dois pouvoir dégager l'équivalent? Voilà, plus ou moins. C'est un peu ça, commencer à dire, bon, j'ai fait une activité économique parce que je dois couvrir une certaine économie. Et il faut connaître cette économie. Il faut connaître quels vont être mes frais les prochaines années, quelle va être... Sinon, on ne peut pas créer une activité dans l'abstrait. On peut les créer dans l'abstrait si nos systèmes de valeurs, c'est plus sera toujours mieux. Ça, oui, parce qu'il y a seulement une ligne. Chaque fois, tu vas grandir et chaque fois, tu vas faire plus. Mais sinon, et ici, on est en train de parler d'une réflexion sur ça, peut-être à pas de logique. Certaines activités, les mettre en place, ou certaines charges de travail, c'est les mettre sur le dos. Moi, ça me fait penser à une rencontre de maraîchage sol vivant où on travaillait, en fait c'était un peu une étude de cas sur quelqu'un qui s'installait en maraîchage. Et donc en fait c'est comme si on passait directement au design. Et voilà, il expliquait son terrain, on a fait toute une observation du terrain au niveau du sol avec plein d'outils, etc. C'était très chouette, il a parlé de ce qu'il voulait mettre en place, des outils, des techniques, voilà, les bâches, les machins, enfin, comme ceux dont on parlait ce matin. Et en fait, en creusant en fin de journée, on a appris, en fait lui avant il travaillait, je sais plus s'il était ingénieur ou je sais pas quoi, enfin il avait un revenu très élevé, il avait acheté une maison, il avait un emprunt très élevé à payer, et il avait aussi une compagne et des enfants qui eux n'étaient absolument pas disposés à changer leur mode de vie ou à baisser leur mode de consommation. Donc au final il y a un truc de se dire mais... Et les gars devraient dégager avec la vente des légumes de 1500 € en 2 ans. Voilà, qui était l'équivalent de son salaire précédent. Il y a un problème, quoi. Donc, voilà, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on pense que ça doit vraiment intervenir à ce moment-là aussi dans la conception du projet, avant de passer au choix technique. Ensuite, on arrive au fameux design. Qui grosso modo peut être fait de cette façon-là, peut être fait avec des outils pour vous. L'important c'est qu'on essaye de transposer des possibles scénarios sur une réalité artificielle. Comme vous disiez, c'est super simple de faire ça. Bouger les choses. On n'a pas matérialisé et du coup toute la réflexion de voir les possibles scénarios, évaluer les interactions entre les éléments, on peut le faire avec une vision de la globalité, avec une vision systémique, que c'est l'objectif. Sans se lancer tout de suite dans l'installation des choses et après en fait, il y a beaucoup de gens que la tendance de faire le design, c'est les matérialiser. On pose ça et après on verra, et on rajoutera et après on verra. Et... ça peut se faire comme ça, mais les risques d'échec sont très très élevés, surtout en fonction de l'expérience que tu as. En principe, Bill Mollison a dit, la première année, il ne faut rien faire, il faut observer. Et comme ça, on peut observer sur toute la saison, sur tout un cycle, etc. Dans la pratique, on a du mal. Et en plus, là, c'est vraiment culturel. Moi, je me rappelle quand on est arrivé ici, on a observé pendant 3 mois le délai à faire, là, qu'on pouvait encore rien faire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a signé,
voilà, on a tellement envie d'organiser des chantiers, de se lancer à faire des choses. Et on Donc a là- eu beaucoup de problèmes dans la zone 0,0. Donc là, la recommandation, c'est à la rigueur, si vous faites des choses, que ça soit plus du domaine de l'expérimentation. Oui, j'essaye des trucs, je fais mes petites expériences, mais ne pas faire des choses qui après vont pouvoir bloquer d'autres choses. Un petit truc à la con qui n'était pas très grave, mais je me rappelle, au début, on avait fait un chantier, parce qu'en plus, il fallait décasser au niveau de la cabane, on avait de la terre et tout ça. Donc voilà, on a fait des fameuses buttes, puis on avait envie d'expérimenter, donc on a fait des buttes avec différentes techniques, voilà, bio-intensif, machin. Et puis après, en fait, on a vu qu'il fallait aménager la grange qui s'écroulait, et que du coup, il fallait faire un terrassement. Et au final, une des belles buttes, on avait mis plein de temps à faire avec du bois autour, etc. On a dû tout enlever et l'envoyer balader parce qu'elle gênait le terrassement pour la grange. Bon là, en l'occurrence, c'était pas très grave, c'était qu'une butte. Mais des choses comme ça arrive tellement souvent lorsqu'on se précipite et qu'on veut tout faire dès le début. Donc voilà, vraiment, il faut prendre le temps. Et quand on a la vision globale de ce qu'on veut faire, même si ça va évoluer, ce qu'on avait en tête quand on est arrivé ici il y a 5 ans, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais bon, Oui, mais la changé. voilà, il y a des évolutions. C'est pas un dessin qui est figé. Ça, je veux dire, on n'a jamais fini un design. Il n'y a personne qui vous dira, ça y est, c'est fini, c'est comme ça sera toujours comme ça. Donc dans cette étape, on travaille surtout avec deux outils. Là, c'est le moment d'appliquer tous les principes de permaculture, tous les principes de design, pardon, qu'on les verra Mercredi matin. Et une des principes, c'est le zonage, qu'on a parlé déjà. Et une autre, c'est l'emplacement relatif. Ça, vous l'avez plus ou moins appliqué. Enfin, il y a pas mal de personnes en disant, bah, ça, je le mets là parce que c'est près de ça. Là, il y a l'eau, donc je mets le potager près de l'eau. Silane, je mets le champ de patates à côté de la serre et à côté de la mare parce qu'il y a de l'eau. Voilà, c'est... Il y a un certain critère déjà, il y a une certaine relation. Mais l'idée, c'est qu'on place tout en relation à tout l'ensemble. On essaye, rappelez-vous, c'est pas... Là, c'est créer la diversité dans nos systèmes, on est d'accord? Mais la diversité doit être fonctionnelle. Parce que sinon, on est en train de créer un zoo. Vous allez passer votre vie à entretenir chacun des éléments à part entière parce que, à part une logique d'interaction avec les autres, il n'y a rien qui peut fournir plus facilement. Donc voilà, l'idée c'est ça, cette vision de je place ça, mais ça, et dans un ensemble, il y a déjà plein de choses dont on doit être en rapport à ça. D'accord? On les verra bien en détail et vous verrez que l'application de ça qui paraît très logique et très simple n'est pas si simple dans la pratique. Sérieux? Ouais. Et donc, après le design, il y a la phase voilà, d'installation, de mise en place. Là aussi qui demande toute une série d'outils et d'attitudes. Donc ça c'est ces deux phases-là, on va moins en parler lors de ce stage et ce sont plus des choses qu'on abordera lors du stage d'août-septembre voilà, sur la conception et la maintenance du système. Mais déjà on peut dire quelque chose. Au début, lorsqu'on fait notre design, on imagine toujours quelque chose de grand, de global, etc. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, il y a quelque chose de très important, c'est d'établir des priorités. Et c'est là tous les outils de planification qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qui est prioritaire? Voilà, de voir aussi en fait, les interactions entre les différentes étapes de mise en place du processus. Il y a des choses qu'il faut faire avant les autres. Voilà, donc il faut faire des listes, avoir des calendriers. Là aussi, donc, du coup, ça demande beaucoup de réflexion avant de mettre les mains à la pâte, ce qu'on a tous envie de faire très très vite. Voilà. Même une fois qu'on sait ce qu'on veut, ça vaut la peine d'attendre un petit peu avant de le faire pour voir comment on va le faire. Et dernière étape. C'est l'étape qu'on attend tous. Et que aussi c'est super important de la planifier en fonction surtout de quel temps, parce que une fois installé les trucs, ça va être notre vie. C'est l'entretien. Cette phase est très dynamique, très stimulant, tout ça, mais ça ne va pas être notre vie. Là, on fait Sauf un chantier participatif, on s'éclate, c'est un moment de joie, d'euphorie. Mais sauf si on passe la vie à s'installer. Ouais. Ou à aider d'autres à installer tout le temps, on sera dans ce rythme d'adrénaline de les étapes d'installation. Mais sinon, les gros du temps va se jouer là.
Et donc ça, bon, ça c'est une petite blague hein, en lien au principe d'effort minimum. Donc le rêve de tout permaculteur, c'est de passer sa vie dans un hamac. Évidemment, la pratique, c'est pas ça. On en parlait ce matin. Il y a toujours un effort d'entretien, de maintenance qui est plus ou moins important. Si on a fait un bon design, il va être moins important, mais il est toujours là. Et là, surtout, ce qui est important, c'est ça, c'est l'organisation et la constance. Un problème qu'on voit très souvent dans beaucoup de projets, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie à ce moment-là, et là, il y en a beaucoup moins. Et du coup, c'est un gros gâchis, parce qu'il y a plein de structures qui sont mises en place et en fait, qui ne sont pas entretenues. Du coup, un jour, qui sont détériorées, qui sont cassées, puis qui ne sont pas réparées. Et on se retrouve avec des tas de choses qui pouvaient avoir l'air très intéressantes à la base, mais en fait, qui ne marchent pas. Donc, il faut dimensionner depuis le départ notre projet en prenant ça en compte. Vraiment, moi, avec mes compétences, avec mes limites, avec ma disponibilité, avec la vision globale de ma vie, ma situation familiale, mes loisirs, qu'est-ce que je serais vraiment en mesure de maintenir, d'entretenir? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On va finir, j'ai vu un exemple. Allez, un petit exemple. Pour encourager ceux qui s'endorment, on a presque fini. Et l'idée après, pendant la demi-heure ou l'heure qui reste, c'est d'aller mettre un peu la main à la pâte dehors au jardin. Quand on s'est installé, tout le monde nous demandait mais pourquoi vous avez pas des animaux. En fait, maintenant on a des poules, mais c'est tout récent. Et vous verrez que le système, en fait, les poules ont arrivé avant que le système soit complètement prêt. Et on a des problèmes de gestion maintenant à cause de ça. Mais bon, il y a eu des facteurs externes qui ont fait qu'on a dû prendre le poulailler de quelqu'un. Et on a dû prendre. On l'a pris. On n'était pas obligé, mais on l'a fait. On a adopté des poules. On a adopté des poules, voilà. Et donc pourquoi pas ça? Donc parce que oui, peut être très chouette dans l'abstrait l'idée de on va avoir des poules. Quand on on vivra à la campagne et pas avoir des poules, c'est presque, tu vois, c'est truc de pression sociale. Ouais, puis quitte à vivre à la campagne, en plus on a des terres avec une super herbe, on pourrait avoir une chèvre. Voilà, une chèvre, une vache pour faire ton fromage, ça sera génial, non? Et puis pour entretenir les terrains là-bas, pour pas que ça soit ronce autant, on pourrait mettre des brebis. Voilà. Et justement, il y a un voisin en plus qui nous en a proposé. Ouais. Il y a beaucoup de pression. Quand tu habites à la campagne, tout le monde veut te filer des animaux, c'est comme la malédiction voilà. Là. Donc pourquoi pas? Parce que tout ça a un entretien. Et pour très simple qui paraît, l'histoire au début, donc les animaux, tous ont besoin d'être soignés au minimum. Il y a des clôtures à entretenir, il y a des maladies à gérer, il y a plein de facteurs. Et nous, on ne voulait pas se mettre cette charge dans cette première étape d'installation et surtout dans un projet qui a comme caractéristique, vous le verrez demain, on vous l'expliquera, que nous, on ne souhaite pas passer toute l'année ici. Pour l'instant, on prend 2 mois et demi de vacances à l'extérieur en hiver. On va à l'Espagne. Et dans l'avenir, même, on aimerait que ce soit encore plus grand les périodes de temps qu'on passe à l'extérieur. Donc du coup, voilà, il faut faire des choix. Mais ça, il faut les voir dans l'ensemble pour ne pas se voir comme pas mal de néo-ruraux qu'on connaît, qui rapidement se sont mis la charge de la ferme de Playmobil sur le dos et qui après, c'est impossible de déguiser, ça devient super compliqué et tu finis pour faire une gestion de ton quotidien dans l'urgence. Dans la crise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer la clôture parce que les poulons sont échappés l'autre jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer le toit et c'est pas grave, vient d'écouler. Rappelez toutes les structures que vous mettez, toutes, pour très bien conçues qu'elles soient, aura besoin d'un entretien. Donc, réfléchissez à cet entretien, essayez de les prévoir. Une fois que tu as l'expérience et tu peux te documenter, t'informer avec des gens qui ont fait la même chose ou qui ont une chose similaire, ça coûte quoi à niveau de temps, d'argent entretenir ça? Ça c'est le typique aussi avec les super baraques, les gens qui achètent des grandes maisons. Donc une maison, pour très bien foutue qu'elle soit, il y a un entretien. Et cet entretien, en fonction surtout de ça peut coûter vraiment très cher.
Donc, à évaluer. C'est aussi un peu évaluer le prix de la complexité lorsqu'on veut un projet qui touche le plus d'activités possible. Comme ça, on en reparlera. Voilà, par exemple, associer maraîchage et arboriculture, c'est très attractif. Il y a plein d'avantages, d'interactions, etc. Mais il y a aussi plein de travail. Il y a aussi tout un entretien du système qu'il faut être en mesure de bien anticiper. Même la récolte, quoi. Donc, les petits fruits, c'est super, on a envie d'en mettre partout. Est-ce qu'au mois de juin, on sera vraiment disponible pour les récolter, les transformer, les commercialiser? Le stockage. Voilà. Okay. Les herbes aromatiques, ce que j'ai entendu dans quelqu'un qui a acheté 10 hectares pour faire des herbes aromatiques. Une fois qu'ils ont planté, ils se sont posé la question combien de mètres cubes ça faisait pour stocker les herbes, et là il y a eu un problème parce que beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient. Pour la gestion de l'herbe, par exemple, j'ai travaillé avec une arboriculture en bio qui avait fait 1 hectare de petits fruits. Et c'est après avoir installé la plantation que rapidement ça a vu avec l'histoire des herbes, la gestion des herbes. Et bon, elle était une galère pas possible. Comment faire ça, changer d'un paillage à un autre, ça marche pas, là. Bon. Donc voilà. Réflexion, et surtout réflexion qu'en fait, la réflexion doit être accompagnée d'une connaissance, parce que sans une connaissance, tu ne peux pas te poser les questions. On ne peut pas réfléchir. Il faut... Mais moi, je pars toujours du principe, parfois c'est un peu pessimiste, il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais que c'est pas si simple. Gardez en tête comme maximum ce truc de... C'est pas si simple. Et peut-être qu'est-ce qu'il peut faire qui ne marche pas comme j'ai imaginé dans mon tête, mon tableau bucolique. Essayez de trouver les points faibles de l'histoire. Et c'est pas être pessimiste, ce truc, c'est pas... c'est vraiment être dans la possibilité des principes de précaution. Bon, d'accord, on va le faire, et on peut le faire, mais on va essayer de s'informer à fond de qu'est-ce qui ne peut pas sortir bien dans les chemins. Des gestions un peu... Réaliste, de l'imprévu, un peu, des gestions... Ouais. En fait, quand on travaille dans des systèmes comme ça, si complexes, où il y a tellement de choses à niveau humain que ça joue, on joue avec les vivants, la plupart des fois, si on est en train de faire une installation agricole, du coup, il y a tous ces aléas, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas, comme la météo et compagnie. Et ce sont parties de poker, ça, essayer de jouer, de le faire avec un bon bain, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver pendant la partie. Vous ne pouvez pas compter à voir si j'ai la chance de piocher quelque truc de bien pendant la partie. Non, essayez de partir déjà avec un bon jeu. D'accord? Très bien.